Merci Anne de Guigné pour votre présence. Et puis le père Stéphane Mailleur est également avec nous. Bonjour père. Bonjour Marie-Ange. Qui connaissez bien le monde de l'entreprise, père Stéphane Mailleur, vous qui étiez pendant combien d'années trader 5-6 ans. 5-6 ans. Avant de rentrer au séminaire, oui. Et puis avant l'église, autre entreprise intéressante. Oui, alors une entreprise, je sais pas si c'est une entreprise en tout cas. Je plaisante un peu, mais... En tout cas, ça fait 2000 ans que ça dure et c'est la plus grande multinationale du monde. Donc effectivement, il y a des choses à nous apprendre aussi. Oui, on a des enseignements à recevoir de l'église dans le monde de l'entreprise. Et puis vice-versa. Et vice-versa en faisant le tri. En faisant le tri, bah voilà. Fabrice Clément est enfin en ligne avec nous. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour. Ravi de vous recevoir en ligne par téléphone, vous qui êtes depuis 20 ans l'accompagnateur de... Vous accompagnez, pardon, ce serait quand même plus élégant. Depuis plus de 20 ans, les dirigeants d'entreprise, des équipes en coaching, aussi des particuliers. Vous vous intéressez aussi aux questions familiales, aux questions du couple. Bah oui, pourquoi pas. Effectivement, il y a des points communs entre le couple et l'entreprise. En tout cas, aujourd'hui, nous nous intéressons à cette espèce de tendance dans laquelle... Je pense que même dans l'Église, vous nous le direz, Père Stéphane Mailleur, il y a aussi cette tendance à vouloir ne froisser personne. Fabrice Clément, est-ce que vous le constatez dans vos accompagnements, ça d'abord ? Oui, bien sûr. Il y a ce mouvement, en fait, de diminuer les tensions. En fait, c'est pas toujours possible, d'ailleurs, parce qu'il y a des entreprises qui ont des cultures relativement agressives, on va dire. Mais il y a ce mouvement général, bien sûr, notamment du fait de la communication extérieure, de l'incidence notamment dans les grosses sociétés, des médias qui vont communiquer sur ce qui se passe en interne et qui veulent éviter toute situation embarrassante qui pourrait avoir un impact et sur les cours de bourse et sur l'attractivité de l'entreprise. Alors là, je m'adresse tout de suite au père Stéphane Mailleur, puisqu'on sait bien que dans l'Église, surtout il y a quelques années, je fais exprès de prendre un ton un petit peu humoristique, puisqu'il faut savoir rire de tout, et surtout du pire, disait Nietzsche, le pas de vague, le fameux pas de vague. Finalement, alors l'Église a bon dos, parce que finalement, enfin, la pauvre Église qu'on a reproché, à qui on reproche encore de ne pas vouloir faire de vagues, finalement, le monde de l'entreprise est contaminé par cette peur. On est d'accord. Et peut-être à plus forte raison aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, où tout sort, effectivement, comme l'a dit Fabrice Clément, sur tout et n'importe quoi, sur toute la vie en interne, etc. Surtout, n'est-ce pas ? Alors, je dirais que il faut faire la distinction entre rester positif tout le temps et ne pas faire de vagues. C'est pas la même chose. Ne pas faire de vagues, on peut juste ne rien dire. Et on peut dire que ça, c'est la voie choisie par l'Église depuis quelques temps. Après, bon, notre parole n'est pas très entendue non plus. Je veux dire, il y a un problème de réception également, mais néanmoins, on peut aussi faire son autocritique là-dedans. Donc, ne rien dire, ne pas faire de vagues, c'est pas rester positif. Les grandes marques ont cet avantage par rapport à nous qu'elles sont obligées de parler. C'est-à-dire, nous, on peut rester sans rien dire, et puis on voit les effectifs qui diminuent d'année en année, au catéchisme, à la messe. C'est une lente décroissance. Apple ou Coca-Cola ne pourraient pas supporter ce genre de choses. Donc, ils sont obligés de parler, ils sont obligés de communiquer. Et donc, eux sont obligés d'avoir une communication toujours positive, parce qu'évidemment, on va essayer toujours de remettre un peu de boost dans la machine. Quoi, voilà. Alors, dans l'Église, moi, je ne vois pas encore cette attitude-là au niveau global, au niveau de la parole globale de l'Église, celle qui est relayée en tout cas. Je le constate en revanche chez pas mal de fidèles et de confrères qui n'ont pas été dévastés par tous les problèmes qu'on traverse en ce moment et qui ont quand même un vrai regard d'espérance, je crois. Donc, je pense que la positivité, la traduction théologale de la positivité, ce serait l'espérance. C'est-à-dire le fait que, quelles que soient les circonstances, eh bien, on a toujours l'espérance qu'un bien est possible. Alors, tout n'était pas mieux avant de Guigné, on en parlait juste avant de rentrer dans ce studio, il ne faut pas non plus exagérer, il y a aussi effectivement un peu de bon. Alors, à cette attitude pleine d'espérance, évoquée à l'instant par le père Stéphane Mailleur, n'est-ce pas Anne ? Oui. Il y a du bon quand même, faut pas exagérer. Oui. Non mais c'est vrai que là je réfléchissais parce on part entre le message de l'évangile au management en entreprise. Là c'est vrai que le lien est un peu. Non, c'est vrai que Jésus il est pas dans le pas de vague, mais bon je pense qu'il faut pas non plus on peut pas faire non plus des parallèles partout. Moi je pense qu'il se passe en entreprise. C'est sûr qu'il y a une attention très très forte depuis quelques années au ressenti des gens, qui est un mouvement qui traverse toute la société. Il y a en effet du bien. Je pense qu'il y a une sensibilité beaucoup plus forte à la question des discriminations. Et ça, c'est franchement, on peut tous se réjouir. Il y avait quand même beaucoup de
toutes les questions de sexisme. On parlait du grand patron typiquement, voilà, et qui parlait mal à sa secrétaire, oui, etc. Non, mais il y a beaucoup de cas qui ont été d'homophobie. Il y a beaucoup de cas qui ont existé dans les entreprises fréquemment. Et je pense que là-dessus, quand même, il y a une attention beaucoup plus forte au respect des personnes. Donc ça, c'est vraiment la partie positive. Après, ça vire parfois, évidemment, je pense que c'est pour ça que vous avez choisi ce thème. Ça peut virer à la crainte de la moindre petite agression, au fait qu'il devient très difficile de dire des choses aux uns et aux autres, mais surtout dans l'espoir de créer une meilleure ambiance. Et je pense que c'est ça toute la difficulté du management, c'est qu'il faut réussir à se parler, à dire des choses difficiles, sans blesser les gens. Et pour moi, en entreprise, il faut être professionnel, ce qui est un tout autre sujet que d'être responsable. On n'est pas responsable du bonheur des uns et des autres, on est responsable d'être professionnel, d'être toujours clair, toujours respectueux, fiable. Mais voilà, il faut se dire les choses. Et peut-être la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il devient beaucoup plus compliqué de se dire les choses. Il serait Mais bon, après, c'est des cultures de management. En France, il y a une culture particulière. Vous savez, les Anglais, ils ont le don de vous dire « Ah, tout est merveilleux, mais... » Et c'est dans le mais que là, vous allez comprendre que c'est catastrophique ce que vous avez fait. Donc voilà, chacun sa culture de management. Mais c'est vrai, chaque pays. Mais c'est vrai qu'il y a une vague très forte, une sensibilité de plus en plus forte à cette injonction d'être heureux en entreprise, d'avoir toujours le sourire, qui peut être oppressant, parce que voilà, moi je crois qu'il y a une différence entre vie privée, vie professionnelle, et dans la vie privée, on est tous soumis à énormément de difficultés, on peut avoir le droit d'être malheureux, et pour moi, il faut respecter cette frontière, et l'entreprise peut, parfois, je pense qu'on traverse des difficultés personnelles, peut-être devenir oppressante s'il y a une telle injonction à devoir absolument avoir l'air enchanté du matin au soir. Et d'ailleurs, ça n'évite pas le burn-out, puisqu'on en parle de plus en plus, on parle de quiet quitting, de tous les quittings possibles et imaginables, vous le savez les uns les autres autour de cette table, n'est-ce pas, Fabrice Clément? Ça n'évite pas, effectivement, le malaise, ce serait terminé. Effectivement, l'émission n'aurait pas lieu d'être si effectivement, avoir une attitude positive, garder cette attitude toujours positive et gentille au travail suffisait pour être tous heureux et tous faire du bon travail. Ça se saurait. Absolument. Oui, d'ailleurs, le burn-out, on pourrait définir le burn-out comme une sorte de saturation de stress. Et s'il fallait absolument rester positif en permanence, ça serait effectivement une source de stress. Donc ça irait non pas dans le sens d'améliorer les conditions et d'éviter le burn-out, mais y participerait près. En fait, on peut considérer que la plupart des problèmes dans les entreprises sont liés aux interactions entre les personnes, aux relations. Et ce qui fait problème dans les relations, c'est nos rigidités. C'est-à-dire qu'on va finalement consciemment ou inconsciemment adopter notamment un comportement qui est au service de nous protéger et qui n'est pas forcément au service de nos responsabilités, l'exécution de la tâche, etc. Et c'est ça qui génère des problèmes. Donc si être positif devient une rigidité, ça va être absolument une source de problème. Voilà. Donc moi, mon approche, ça a toujours été l'invitation à justement la conscience de ce qui se passe en nous et d'arriver du coup à agir au service de ce qui nous est demandé et pas forcément au service de nos propres défenses pour éviter une situation qui est gênante. Voilà. C'est vrai que l'équilibre est assez intéressant. Merci Fabrice Clément. Effectivement, Père Stéphane Mayer, l'équilibre est difficile à trouver entre ne pas déborder non plus, dire tout ce qu'on pense comme un bébé le fait très bien d'ailleurs. C'est assez amusant et parfois on est surpris. Oh, comment est-ce qu'ils sont très libres ces enfants? Et les années passent et au fur et à mesure de la vie, on s'aperçoit qu'on devient de plus en plus feutré, enfin en tout cas qu'on fait attention à ce qu'on dit, quoi. Mais l'équilibre est difficile à trouver. Oui, l'équilibre est difficile à trouver. Je pense qu'il ne se trouve pas seul, surtout. C'est-à-dire que c'est dans les relations humaines que se forge, en fin de compte, ce que je peux dire. C'est pas une règle a priori. Vous voyez, le problème, c'est qu'on a fait de la positivité une injonction morale et une règle kantienne, en fait, qui est en réalité, qui n'a pas lieu d'être en tant que telle. Une injonction morale. Hein. Oui, il me semble. Et donc, ça génère, comme l'a dit très, très justement M. Clément, ça génère un stress supplémentaire, parce que je dois obéir à une règle supplémentaire. Bon. Donc, la positivité, c'est simplement, je pense, de refuser de prendre le mal comme point de départ de mon action. C'est-à-dire, c'est pas nier le mal, c'est pas nier qu'il y a des problèmes, mais c'est une attitude qui peut être extrêmement positive, parce que c'est refuser de prendre le mal comme structurant mon action, c'est plutôt de commencer par voir le bien pour ensuite réfléchir à ce qui va pas et ce qu'on peut améliorer. Exemple, peut-être ? Un exemple très clair, c'est que vous êtes
Moi, je suis confronté à ça, bien sûr, dans ma vie de prêtre. Ouais. J'ai été confronté dans ma vie de trader avant. Ouais. On ne réussit pas tout. Hein. C'est une règle tout à fait générale. On aimerait bien, hein, voilà, pourtant. je pense que même les plus grands businessmen du monde ne réussissent pas tout. Le pape François, qui est à la tête de l'Église catholique, a eu une traversée du désert terrible pendant une dizaine d'années en Argentine, où il a été relégué dans un sombre collège comme principal, voilà. Alors vous imaginez, avec son talent, se retrouver là. Bon. Ça fait mal à l'ego. Ça fait mal à l'ego. C'est pas forcément mauvais d'ailleurs pour nous. C'est vrai. Mais de fait, il y a de la bonté dans toutes ces choses-là, mais on ne doit pas ressasser ce qui est mauvais comme point de départ, sinon on s'en sort pas. Il faut pouvoir trouver le point positif, le point d'appui sur lequel je vais pouvoir repartir vers une action positive. Donc ça, c'est très important parce que, particulièrement dans l'esprit français, la négativité est extrêmement présente et c'est une caractéristique gauloise qui est très claire. C'est paradoxal, ce que tu entends. Oui, ouais. Or, on a besoin effectivement de voir les choses à améliorer, mais on a besoin comme point d'appui du bien. L'homme est constitué comme ça, il est créé. Et si on regarde les premiers chapitres de la création, c'est bon. Comment on peut s'améliorer? Comment on peut rectifier le tir? Comment toutes ces choses qui nous font sortir de la négativité, c'est ça que vous voulez dire? Il me semble qu'il y a deux vertus cardinales à mettre en œuvre là-dedans. Et une vertu théologale. Les vertus théologales, j'en ai parlé, c'est l'espérance. Les deux vertus cardinales, c'est la force et la tempérance. C'est-à-dire que la force, c'est véritablement de pouvoir porter ce que je dois porter. C'est-à-dire de ne pas faire porter aux autres mes difficultés. Parce que j'arrive au travail avec des problèmes à la maison. Je parle de ça, tout le monde n'a pas des problèmes à la maison, enfin je pense que tout le monde en traverse à un moment donné dans sa vie. Est-ce que je suis obligé forcément de le faire payer à mes collaborateurs? Pas forcément. Et puis la deuxième... Ça c'est un sujet déjà. Voilà, la force, pouvoir porter les choses. Bon. Ou alors la force d'accepter de se faire aider, c'est aussi une force. Hein. Voilà. Comme Jésus qui accepte de se faire aider à porter sa croix. Et puis la tempérance, c'est-à-dire je gère mes émotions. Je me laisse pas submerger par mes émotions. On pense que la tempérance, c'est qu'une question de nourriture et de boisson. Pas du tout. C'est la vertu de tempérance se travaille avec la question de la nourriture. Et on voit d'abord chez les gens qui ont des problèmes graves, des dérèglements au niveau de la nourriture. Mais le problème de la tempérance, il est plus profond. Il est de pouvoir gérer les émotions que j'ai, de pouvoir maîtriser mon cœur, que je ne me laisse pas envahir par ces flux d'émotions. Et ces deux vertus-là mises ensemble sont vraiment un atout pour justement rester positif de façon juste, hein, une autre vertu cardinale, de pouvoir mettre en œuvre la justesse dans mes rapports au travail. N'empêche que là, Anne de Guigné, je ne sais pas si vous tiquez ou pas, vous dites mais qu'est-ce que je fais là dans cette émission étrange? Non, pas du tout. Mais n'empêche que c'est intéressant de se poser des questions un peu fondamentales, comme se le permet de le faire à l'instant, comme c'est permis de le faire à l'instant le père Stéphane Maillard, parce que on voit notre vie de tous les jours là, en fermant les yeux, en vous entendant, père, des petites situations du quotidien dans l'entreprise, quoi. Donc ça se passe très mal à la maison. On n'a peut-être pas forcément envie de rencontrer les visages qu'on connaît tellement bien de ses collègues. On sait déjà ce qu'ils vont dire ou ne pas dire. Mais il faut trouver un juste équilibre d'un point de vue aussi émotionnel aujourd'hui. Comme on est très sensible et hypersensible, et j'ai l'impression que c'est ça, un peu ça que vous avez dit aussi au début, on vit dans une l'ère de l'émotion, disent certains, etc. Donc, trouver sa place, c'est pas évident finalement aujourd'hui, tous les jours dans l'entreprise, sans être non plus trop à étaler sa vie privée, ou bien au contraire à se terrer dans une espèce de silence, ou bien c'est pas facile non plus de savoir être au travail aujourd'hui de façon ni trop positive ni trop pessimiste, mais d'être juste soi dans le réel, et puis voilà, mais... Oui, être soi, là. Vous êtes très McDo, venez comme vous êtes. Oh là là, mon Dieu. Mais moi, je crois qu'il faut aussi... En effet, c'est très contemporain, cette question, être soi. Je trouve ce que nous disait le père Maillard, c'était évidemment très intéressant, une espèce de combat qu'on doit mener chacun. En effet, si on a une difficulté, voilà, les vertus de tempérance et de force, mais c'est des combats très personnels. Et moi, je pense qu'il faut aussi accepter qu'on est en collectivité, notamment en entreprise, et de ne pas forcément vouloir être à fond soi, évidemment, on est soi-même, on est là, mais le jeu, c'est aussi de savoir être en retrait, et je pense que c'est un des tournants très importants des années actuelles, c'est qu'il n'y a plus du tout de frontières entre la vie privée et la vie publique, et en partie, notamment, je crois, j'en parlais avec un patron, c'est en partie lié, je crois, au smartphone. Il me disait qu'à un moment donné, mais il y a 10-15 ans, on s'est posé la question, les smartphones... les smartphones, c'est un mini-exemple, c'est pas le smartphone qui a apporté tout ça, mais c'est un exemple intéressant. Il me disait, on s'est demandé à qui appartient le smartphone, aux salariés ou à l'entreprise. Vous savez, toutes les boîtes ont donné avant c'était des BlackBerry, maintenant des iPhones.
Et en fait, très vite, c'est dit, mais évidemment, c'est au salarié, puisqu'il a tous ses réseaux sociaux, sa vie, ses connexions en permanence avec sa famille. Et c'est vrai qu'on arrive maintenant sur le lieu de travail avec tout ce qu'on est, tous ses soucis, toute la famille, les liens, ses combats personnels. Et il y a par ailleurs de moins en moins d'habits. Moi, j'en suis ravie de venir travailler comme j'ai envie d'être habillée comme je veux au travail. Il y a de moins en moins de formalisme dans la façon d'être habillée. Et du coup, il y a un peu, je pense, un leurre en se disant, mais oui, soyez exactement comme vous êtes, venez, ça va être très sympa. Mais c'est comme pas vrai. Chez vous. Mais c'est pas vrai. Il y a même un baby-foot. Oui, et en plus, avec le développement du télétravail, accentue ça énormément. Mais je pense que c'est un peu une tromperie au travail, on est dans un collectif. Il faut mettre le collectif avant soi-même. Est-il toujours possible de garder une attitude positive au travail ? Eh bien, ça embrasse des sujets dans ce sujet, au fond, des sujets fondamentaux, des vertus théologales et autres. Père Stéphane Maillard est avec nous, curé de Notre-Dame des Otages à Paris. Je ne vous ai même pas bien présenté, dites donc au début de l'émission, Père, je me rends compte à ce moment de l'émission. Mieux vaut tard que jamais, me direz-vous. L'incubateur Saint-Joseph est également l'une de vos œuvres, cher Père Stéphane Maillard. Expliquez-nous en 2 mots en quoi ça consiste. Alors, c'est en lien avec notre émission. Oui, c'est une œuvre qui est en train de se faire. On n'est pas encore ouvert. Les travaux sont presque terminés. En fait, c'est un espace pour permettre à des créateurs d'entreprises, quel que soit le type d'entreprise, soit des choses un peu high-tech ou des choses tout à fait simples, une boîte de plomberie ou je ne sais pas quoi, de se dire, voilà, je me donne 6 mois, je me fais coacher par des bénévoles qui ont vraiment une grosse expérience, mais surtout, et je bénéficie un peu du réseau catholique, mais surtout, je veux vivre une fraternité sur mon lieu d'incubation autour du Christ, pour pouvoir garder cet état d'esprit après quand je vais vraiment monter ma boîte. C'est une espèce d'incubation aussi intérieure du projet qui se passe là. Et effectivement, la question de l'intériorité, c'est une question très importante dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le monde de l'entreprise. La perte de l'intériorité est une catastrophe pour la productivité même des entreprises. Il faudrait qu'elles se rendent compte de ça. Qu'en fin de compte, des salariés qui gardent une vie intérieure et un secret intérieur, c'est qui ne se livrent pas en permanence partout, ont cette force qui va être un atout après, plus tard dans le monde, et donc dans leur entreprise. Voilà. Donc en fait, nous, on essaye véritablement de créer ce lieu il y a un oratoire, il y a un aumônier, ce sera moi en l'occurrence, il y a tout un réseau de grands et de moins grands patrons chrétiens qui nous aident et qui vont aider tous ces créateurs d'entreprises. Pour démarrer sur de bonnes bases pendant 6 mois ou 2 fois 6 mois, une période d'incubation, puis après ils partiront monter leur boîte et lever des fonds. Nous, on n'est pas là sur la partie monétaire, mais sur la partie vraiment de l'entrepreneuriat. Donc incubateur-saintjoseph.com pour les auditeurs qui seraient intéressés, peut-être vos enfants, peut-être vous-même, je ne sais pas. Si vous nous entendez ce matin, n'hésitez pas à vous incuber en compagnie de cette œuvre. Merci, entreprendre dans la fraternité, voilà qui est dit. Merci Père Stéphane Maillard. Nous sommes également en compagnie d'Anne de Guigné, journaliste qui suit la politique économique française de près au Figaro, qui a publié sur finalement l'entreprise française côté, comment est-ce qu'on peut dire, éthique. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? C'est l'analyse de l'éthique, de la politique entrepreneuriale française, c'est un peu ça. C'est un peu ambitieux. L'éthique de l'entreprise, je ne sais pas. L'évolution. C'est plus modeste. Mon livre, c'est le capitalisme. Il s'appelle le capitalisme woke. Et le sous-titre, c'est quand l'entreprise dit le bien et le mal. Et c'est vraiment ça le thème, c'est de savoir jusqu'où l'entreprise doit en fait gérer le débat public sur les valeurs. Ouais, faire la météo des valeurs en somme. Hein. Parce que, pardon, mais je vous êtes. Non, tout à fait. Le dernier ouvrage, finalement, vous êtes finalement presque dans le sujet du jour avec cet ouvrage, les 10 grandes erreurs politiques qui ont bouleversé l'économie mondiale et qui devraient nous apprendre, en fait, apprenons de nos erreurs. Aux éditions du Rocher, Fabrice Clément est également avec nous, qui accompagne des dirigeants d'entreprise et des équipes en coaching, qui connaît bien justement aussi cette évolution de l'entreprise, de ce qu'il faut être, faire ou pas. Et donc, ensemble, nous réfléchissons à cette question, est-il toujours possible de garder une attitude positive au travail ? Et il est très intéressant de vous entendre les uns les autres parler de cette porosité ou cette absence de porosité, mais cette importance de séparer au fond, à l'heure où on nous dit d'être nous-mêmes partout. En fait, Anne de Guigné a raison de dire attention, et le Père Stéphane aussi, attention, à la maison c'est à la maison, et au travail je suis au travail en collectivité, je travaille pour un objectif, à la maison aussi, mais pour un autre objectif. Fabrice Clément, juste avant d'entendre le Père Stéphane Maillard, qu'en pensez-vous ? C'est vrai,
cultiver une sorte de vie intérieure ou de vie à la maison et de vie au travail sans effectivement ce smartphone qui nous fait tout le temps passer de l'un à l'autre, c'est pas évident. Alors, sur la vie intérieure, oui. Parce que là, vous évoquez plusieurs sujets, si je prends celui de la vie intérieure, je pense que tout accompagnement, que ce soit un accompagnement de coaching pour les dirigeants, mais aussi, bien entendu, dans le travail psychothérapeutique pour les patients, c'est une invitation indispensable à tourner le regard vers l'intérieur. Et si je reprends le sujet, en fait, derrière cette question de est-ce qu'il faudrait être tout le temps positif, il y a une autre question qui serait, mais au service de quoi il faudrait être tout le temps positif? Et probablement derrière, la vision de l'entreprise, c'est au service d'une performance, et d'une performance constante. Et ça me semble une totale, à la fois illusion et une forme de tyrannie, parce que le chemin d'un individu, il est comme saisonnier. Il est constitué, on va dire même, de plusieurs gestations. Ouais. Et que ce soit dans le coaching ou la psychothérapie, les personnes qui viennent me voir, elles viennent me voir effectivement parce que quelque chose de négatif se passe dans leur vie ou qu'elles vivent négativement. Sauf que avec le travail intérieur et justement en tournant le regard vers l'intérieur d'eux-mêmes, avec le temps, elles se rendent compte que derrière cette situation négative ou vécue négativement, il y a vraiment la possibilité d'un développement intérieur, d'un plus grand épanouissement. Et c'est toujours ça qui vient finalement au final. Donc du coup, c'est un peu comme cette magnifique citation de Rabindranath Tagore qui disait « Fermer la porte à l'erreur, c'est laisser la vérité au dehors ». Voilà. Donc on pourrait dire que fermer la porte à ce qui est vécu comme négatif ou négatif, c'est laisser en dehors les possibilités de croissance et d'épanouissement. Vous allez même très loin, effectivement. Père Stéphane Mayer, vous êtes d'accord, vous partagez ce point de vue ou pas? J'ai pas très bien compris le sens de la citation, pour être franc. C'est quelque chose d'oriental qui m'échappe un peu. Mais le fait est que moi, je verrais ça... Enfin, je parle comme prêtre, évidemment, et comme chrétien. Je pense que la vie intérieure n'a de sens que si elle est vraiment l'enjeu d'une rencontre avec Dieu, et pas simplement d'une introspection. L'introspection étant une étape qui peut servir momentanément, bien sûr, à passer un cap. C'est pas du tout quelque chose que je mésestime. Mais il me semble que derrière tout ça se cache aussi encore une injonction au bonheur qui peut être un peu compliquée, une injonction au bien-être intérieur. Je pense que la vraie rencontre avec le bien avec un grand B, c'est le Christ lui-même, et que le Christ a une façon très à lui de gérer l'échec. La croix, c'est l'exemple. Hein, voilà. Non, mais il faut quand même se rendre compte que c'est un type qui est parti d'un succès hallucinant avec des milliers de personnes qui l'écoutaient au bord du lac de Tibériade et qui se retrouve 3 ans plus tard crucifié tout seul sur une croix à Jérusalem. Bon, voilà, on peut pas dire que sa trajectoire a été, c'est pas une start-up Jésus. Hein, je veux dire, c'est pas, voilà. Et cette force de l'espérance dans l'amour, en fin de compte, hein, dans l'amour du Père, c'est quand même ce qui lui est donné. Et je pense que ça, on peut pas en faire complètement une valeur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, tu te rencontres avec cette personne de Jésus, que moi je veux faire vivre à l'incubateur Saint-Joseph précisément, qui n'est pas juste un lieu de valeur, mais qui est un lieu spirituel. Mais ça a été un vrai débat hein, dans le design de ce projet, où beaucoup de gens sont intervenus, et de se dire, bon, où est-ce qu'on se situe? J'avoue que, en tant que prêtre, moi je me voyais plus me situer à ce niveau-là, mais sans mésestimer bien sûr les apports des uns et des autres. Hein. Nous-mêmes, les prêtres, on est depuis maintenant 5-6 ans, un peu plus, dans le diocèse de Paris, on a des séances de coaching qui sont prévues, et de façon très sérieuse et très intense. Hein, c'est pas on disait que même chez vous, pour parler très intéressant, c'était très intéressant ce que vous évoquiez il y a quelques instants sur la culture, enfin c'est l'importance de la vie intérieure aussi chez les prêtres qui fait défaut parfois avec des agendas complètement surbookés. Le secret. Alors l'importance de la vie intérieure chez les prêtres, c'est une évidence. Hein, je veux dire là, si nous on n'a pas de vie intérieure, on ne sert plus à rien. Donc ça, c'est sûr. C'est un vrai sujet quand même. C'est un vrai sujet. C'est un pavé dans la mare, mais c'est pas un pavé dans la mare. C'est quelque chose qui est très bien connu, qui est le fait qu'il y a des prêtres qui prient peu ou qui prennent peu le temps de prier. C'est évident que ça peut tenir quelques années comme ça. Vous déracinez un arbre, il meurt pas tout de suite. Hein. Surtout s'il était bien solide. Mais il finira toujours par mourir, donc effectivement, il faut faire attention. Il faut avoir des petits voyants objectifs, très simples. Je veux dire, alors pour le coup, c'est très simple. Hein, c'est-à-dire, il y a une question. Après, ce qu'on vit intérieurement, c'est complexe à analyser. Mais est-ce que je consacre du temps à ma vie intérieure? C'est très simple. On regarde comment on prie tous les jours.
Et si on voit que, effectivement, objectivement, ça fait 3 semaines, 1 mois que j'ai pas pris un temps de recueillement, je dis mon bréviaire, je dis la messe, mais c'est tout. J'ai pas un temps de silence avec le Seigneur, ben là, ça va pas. Donc, et ça peut nous servir aussi, à nous autres, de quelle façon on peut, justement, s'alarmer ou pas de cette espèce de trop d'importance consacrée dans le travail, au travail, ou au contraire, cette absence, peut-être aussi, pour certains de nos auditeurs, qui est... Vous voyez, cette espèce de problème de distinction entre la vie au travail et la vie à la maison, et la vie intérieure. Et ça évite justement les débordements, et ça répond aussi un peu à la question, effectivement. Alors la vie intérieure, on l'emmène partout, c'est sa caractéristique. On l'emmène vraiment partout, la vie intérieure, par Stéphane Mayer ? Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que ce qui va nous structurer intérieurement, c'est forcément quelque chose qui est tellement profond que c'est inaccessible au reste du monde. Donc je l'emmène au travail, je l'emmène chez moi en famille, etc. Je dis pas que je vais parler de Jésus au travail toutes les 5 minutes. Enfin, si moi, oui, bien sûr, comme prêtre, mais c'est moi. Oui. Voilà, il faut quand même mériter son salaire, si je puis dire. Voilà. Mais de fait, cette vie intérieure-là, on l'emmène partout et ça nous structure profondément. Ça va te structurer. En revanche, l'épanouissement de cette vie intérieure va se faire de façon très différente en famille, au travail. Je vais pas être touché du tout de la même manière quand j'ai des problèmes. Bon, ça, c'est évident, tous les auditeurs qui vivent ça le savent. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elle porte du fruit partout et donc il est très important de la cultiver. Et que l'absence de cette culture-là se fait sentir partout. Alors les petits voyants, ils sont très simples. C'est comme dans la vie de couple. Tu regardes combien de fois tu t'énerves contre ton conjoint pour rien. Alors ça, c'est un bon indicateur. Tu te mets en colère pour la salière qui est pas au bon endroit. Oh là, il y a un petit voyant qui s'allume, c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas, donc on se pose, on discute. Voilà. Et ben c'est pareil avec Dieu. Tu fais plus attention à lui ou tu râles parce qu'il t'a pas exaucé, t'as ton dernier caprice. Tu te poses et tu te dis attends, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. On n'a pas assez discuté ensemble, donc on discute. Ça s'appelle la prière, le colloque intérieur, l'oraison, tout ce que vous voulez. Ouais. Voilà. Bon, la parenthèse étant fermée, merci beaucoup par Stéphane Mayer. Ça peut toujours aider Anne de Guigné, effectivement. Être vrai. Est-ce qu'il faut être vrai au travail ? Aujourd'hui, on peut se permettre d'être vrai, de dire ses 4 vérités à son collègue sur la qualité de son travail. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour être vrai au travail ? Est-ce qu'il faut l'être ? La question est ambitieuse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'être vrai, être soi-même. Soi-même, je crois que vous avez répondu. C'est une recherche. Non, mais être vrai, oui, il faut être vrai dans le sens où il faut être juste, mais dans le cadre, on n'est pas là pour arriver à toutes ses opinions. Il faut un pas de recul. Il faut être vrai qu'on a un poste de manager, on a des responsabilités qu'il faut exercer, et chacun d'ailleurs a ses responsabilités, qu'on soit manager ou pas. Il faut être vrai dans ce sens, voilà, il ne faut pas mentir, mais dans le cadre de la tâche commune. Moi, c'est vraiment difficile aujourd'hui, ça, j'ai l'impression que c'est un peu difficile. Non, je crois pas. Enfin, ça dépend des ambiances de travail, mais il faut... moi, je pense quand même ce qui rend profondément heureux au travail, c'est le fait de participer de façon collective à une œuvre commune et que son travail ait du sens. Et voilà, que vous êtes dans une équipe, à un poste ou à un autre, vous faites œuvre commune. Et voilà, tout le monde se bat ensemble. C'est comme pour le sport collectif. On voit bien qu'il y a un esprit particulier. Parce que collectivement réaliser une œuvre, je pense que c'est ça qui est vraiment le cœur. Ils ne vont pas parler de bonheur. Le bonheur, c'est insaisissable, mais qui donne du sens au travail. Et peut-être les difficultés de la vie professionnelle aujourd'hui, c'est que beaucoup de boulot manque de sens. Vous êtes dans des grandes structures, notamment dans les services, où il y a avec du management à différents niveaux. On n'a même plus envie de se battre, en fait. On n'a même plus envie de se battre dans ces cas-là pour un projet commun, c'est vrai. Pas forcément, mais il y a beaucoup, c'est difficile. Dans les très grandes structures internationales, vous avez des managements croisés, et je pense que c'est beaucoup plus difficile. Voilà, moi je suis journaliste, c'est plus simple. J'écris un article, le lendemain des gens le lisent ou pas. C'est assez simple comme travail, je vois bien pourquoi je le fais, l'intérêt, j'essaye de bien le faire, c'est plus facile. Quand vous êtes dans des très très grandes structures avec des injonctions croisées de tous les côtés, c'est plus compliqué. Et là, d'où cette volonté un peu de retrouver du sens. On a, avec toute cette vague des Chief Happiness Officers, de créer du bien-être à tout prix. Mais les salariés ne sont absolument pas dupes. Je pense que vraiment ce qui donne du sens et du bien-être, c'est d'avoir une tâche claire, de pouvoir la faire et de pouvoir mesurer qu'on l'ait faite et d'avoir une reconnaissance sur ce que vous avez fait. Ce qui est une vraie reconnaissance qui peut être évidemment, en France, on vous promeut beaucoup manager que vous avez réussi ou une augmentation ou simplement des paroles bien sorties qui vous disent voilà,
c'est ça, je pense, qui donne le plus de sens. Et d'ailleurs, il y a une grande crise du salariat aujourd'hui, que le Covid a largement accéléré avec les quelques mois de télétravail. Et la grande crise du salariat, c'est en partie lié à cette difficulté de redonner vraiment du sens au travail. Mais les choses sont inversées. Les salariés aujourd'hui les jeunes demandent énormément de télétravail, ce qui est quand même pour les entreprises un peu une claque, que tous les baby-foot et les salles de sport et tout ne suffisent pas à faire venir les salariés. Vraiment, les jeunes ont une grande demande de télétravail. Beaucoup même de cadres à très haut niveau. Vous voyez, c'est anecdotique par rapport à l'ensemble du marché de l'emploi en France, mais c'est pas anecdotique sur un état d'esprit. C'est beaucoup d'histoires de cadres à très haut niveau qui quittent ces très grandes entreprises pour retrouver des boulots manuels. Enfin, nous, c'est des histoires qu'on aime bien dans les journaux. Donc oui, on est d'accord. Nous, les journalistes, on aime ça. Il faut pas trop voilà, ce n'est pas tout du tout l'histoire du travail en France, mais ça existe. C'est rassurant. Ces anciens traiteurs qui deviennent prêtres, c'est un bel exemple. Voilà. Mais non, mais qui deviennent, on va partout, fromager, c'est un peu des petites histoires, mais qui disent quelque chose de l'air du temps, de cette difficulté de trouver du sens. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises en ont bien conscience. Et d'ailleurs, il y a une réflexion très forte. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est les salariés qui ont le pouvoir. Je crois que 60% des entreprises ont des grandes difficultés de recrutement. Et le rapport de force est complètement inversé. Et on est en pleine mutation sur cette question. C'est très intéressant. Eh bien, il y en a qui vendent des robes aussi. Nino Ferrer nous le chante. À tout de suite. Est-il toujours possible de garder une attitude positive au travail? Nous en parlons avec nos 3 invités. Fabrice Clément, qui accompagne des dirigeants d'entreprise et des équipes en coaching depuis plus de 20 ans. Anne de Guigny, journaliste au Figaro, qui a publié un dernier ouvrage. Ils se sont si souvent trompés. 10 grandes erreurs politiques qui ont bouleversé l'économie mondiale. Et puis, on peut aussi mentionner le précédent, le capitalisme woke, quand l'entreprise dit le bien et le mal. Voilà qui est reprécisé si vous nous rejoignez à l'instant, et Père Stéphane Mayer et son incubateur Saint-Joseph, également curé de Notre-Dame des Otages à Paris. Effectivement, Fabrice Clément, c'est vous qui évoquiez ça tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'injonction au bonheur en entreprise, injonction au bonheur total, l'instagramisation de la société et autres, mais le fait c'est vrai que de vouloir noyer le poisson, de ne pas trop dire ce qui va pas, d'espérer que le collègue va le faire, et puis finalement aucune décision n'est prise. C'est quelque chose qu'on constate aujourd'hui ou j'ai complètement rêvé? Le fait, pour faire suite à ce que vous disiez tout à l'heure, au fond, avec cette injonction, cette tyrannie à toujours être positif, gentil, etc., etc. Oui, c'est ça. En tout cas, pour moi, la tyrannie de vouloir être positif, c'est pas forcément une injonction au bonheur. Enfin, en tout cas, c'est pas mon expérience. D'accord. Expliquez-vous. Je me réduis, je dirais, à simplement mon expérience. Je suis pas quelqu'un qui analyse les tendances. Voilà. Donc c'est pas mon métier, c'est pas ma sensibilité. Moi, je fais juste que constater ce que je vis, voilà. Et puis voilà, ça me renseigne éventuellement, notamment pour pouvoir faire le travail avec les personnes que j'accompagne. Voilà. Et ce que je constate, c'est pas tellement qu'il y a une injonction au bonheur. S'il y avait une injonction, elle serait plutôt à la performance. Et je dirais, en fait, ce à quoi je suis plus particulièrement sensible, à travers cette histoire de vouloir être tout le temps positif, c'est le sujet de qui demande à qui d'être positif. Donc, on va bien entendu imaginer que c'est les personnes décisionnaires d'entreprise qui souhaitent qu'il y ait un certain climat et que ce climat-là, effectivement, aille dans le sens du positif. En fait, ça remonte pour moi au tout début du coaching en France, quand ça a commencé à se déployer de manière officielle, formelle. Les premières critiques qui sont venues avaient à voir avec la crainte qu'en fait, en coachant, parce que c'était essentiellement du coaching individuel à l'époque, en coachant un individu, c'était nécessairement lié à quelque chose qui faisait problème, on le mette dans une situation où il est seul responsable de ce qui pose problème. Ce qui est effectivement totalement, là aussi, imaginaire et aussi tyrannique. Parce qu'en réalité, le fruit d'une situation dans une entreprise n'est pas seulement lié à un individu ou aux individus concernés, c'est aussi lié au contexte dans lequel se trouve l'individu et se trouve le système. Voilà. Donc pour moi, c'est ça le sujet aussi central sur cette histoire de tyrannie du positif. C'est quelle est la responsabilité du système dans cette injonction au positivisme, pas forcément au bonheur. Moi, je pense pas que ça soit toujours au bonheur, surtout qu'il y a tellement de cultures différentes dans les entreprises. Donc, par contre, il y a effectivement dans beaucoup, on va dire, ce souhait
que effectivement le positif derrière, c'est à la fois l'idée d'être performant, à la fois l'idée effectivement de pas faire de vagues. Moi, je reviens quand même là-dessus parce qu'il y a un enjeu autour de ça, comme j'évoquais tout à l'heure, par rapport à la communication notamment externe de l'entreprise. Donc là, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là et qui pose la question, pour moi, la question du sens, elle est au service de quoi, ce que je disais tout à l'heure, au service de quoi on a cette demande-là, voilà, et qui est responsable en fait de cette situation. Ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que forcément, au bout de la chaîne, à force d'être positif, il faut bien que la réalité est là, elle existe. Hein, et donc, à un moment donné, il faut tacler des gens, voire parfois les virer, enfin, parfois les licencier, parfois. Il faut qu'à un moment donné, Père Stéphane Mayer, il faut que ça circule quand même, cette histoire de croissance. Je veux bien qu'on soit toujours positif, mais à un moment donné, il va falloir qu'une décision soit prise et qu'une action soit menée. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que les coups de poignard dans le dos, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais partout, dans l'Église et ailleurs, je me moque de l'Église, mais partout, c'est comme ça, au fond, quand on en parle les uns avec les autres. Voilà, la structure du bouc émissaire, elle est vieille comme le monde, et elle est assumée dans la Bible. Hein, c'est-à-dire que faudrait relire Girard à ce niveau-là. C'est-à-dire que vraiment, la société a besoin de ça comme exutoire. Donc, toute structure a besoin d'un bouc émissaire. Bon, ça, on le sait. Le Christ casse complètement cette histoire-là en devenant lui-même le bouc émissaire et en survivant, enfin, en traversant la mort. Ce qui est intéressant, là, je pense que Monsieur Clément a dit quelque chose de tout à fait capital, c'est-à-dire sur la question des systèmes. Moi, je prendrais le langage de l'Église, celui de Jean-Paul II, de structure de péché. C'est-à-dire que Jean-Paul II a cette intuition géniale en théologie morale de dire, bien sûr, l'individu est responsable de ses actes, bien sûr, il y a la question de son rapport à la loi morale, est-ce qu'il a fait le bien, est-ce qu'il a fait le mal, mais toute décision est prise dans une structure, et il y a des structures qui sont vertueuses, qui vous portent plus facilement au bien. C'est pas elles qui vont faire le bien à votre place, mais elles vous portent plus facilement au bien par les valeurs qu'elles véhiculent. Et puis des structures qui sont des structures de péché, c'est-à-dire qui vont vous porter plus facilement au mal. Encore une fois, c'est vous qui commettrez le mal, mais qui vont vous porter. Alors lui, il prenait ça pour l'avortement, par exemple, en disant, là, on est dans une structure de péché. C'est-à-dire que une fille qui se retrouve dans cette situation-là, elle prend pas une espèce de décision froide et calculatrice, elle est entourée de tout un tas de forces qui lui propose d'abord cette solution-là quand elle a un problème avec sa fécondité. Et donc dans la culture d'une entreprise, vous êtes en train de dire... Et dans la culture d'une entreprise, en fin de compte, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est une structure qui va être fondée sur un certain nombre de valeurs. Alors il faut poser les bonnes valeurs au départ. Je pense que l'Église a vraiment des choses à apporter aux entrepreneurs dans ce domaine. Mais c'est jamais garanti. C'est un travail constant, bien entendu, de travailler ces valeurs et de pouvoir faire en sorte que les personnes qui travaillent soient aidées à faire le bien. Alors, le bien, il faut le définir, mais enfin, quand même... à dire les choses. Oui, mais pas seulement. Déjà, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le bien, c'est déjà aussi travailler à 9 communes. Déjà, c'est bien, c'est bon en soi, ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bon et d'épanouissant. Évidemment, il faut que l'œuvre commune ait une moralité, une éthique quand même. Évidemment, c'est pas... Mais de fait, il y a quelque chose de bon et d'épanouissant. Donc déjà, ça. Et puis ensuite, effectivement, si on a cette base-là, si les gens sont d'accord, et si la structure les porte à collaborer, non pas à saucissonner la responsabilité, mais à collaborer ensemble pour une œuvre commune, alors les choses difficiles peuvent se dire plus facilement. Parce que évidemment, on va sortir un tout petit peu de la logique du bouc émissaire, de se dire c'est lui ou c'est... Non, mais c'est comme c'est une collaboration, comme on sent qu'il y a un travail d'équipe derrière, on sait très bien que c'est toute l'équipe qui doit se remettre en cause, et pas juste telle ou telle personne. Voilà. Donc ça, c'est très important, en fait. Et la solution n'est certainement pas dans l'annulation des hiérarchies, c'est impossible, mais elle est dans un vécu beaucoup plus dynamique. Je demanderai à Fabrice Clément après si c'est un symptôme et lequel, finalement, c'est un peu ça, finalement. Enfin, quand on commence à être dans le positif, dans les mails, dans la façon de communiquer, c'est que finalement, j'ai l'impression que c'est un peu le symptôme de quelque chose qui ne va pas dans l'entreprise. Quand je vous entends, vous, Stéphane Mayer, qu'en pensez-vous, Anne de Guigné, vous cette histoire... Si on est trop positif, ce serait le symptôme... d'un non-dit, de quelque chose qui ne circule pas dans l'entreprise, qui n'est pas sain, qui n'est pas... Non, je suis pas sûre, parce qu'il y a des cultures d'entreprise, comme disait le père Mayor, où il y a des cultures où il est très important d'être formel, d'être toujours très... Moi, je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir un mail, cher Anne, et puis une petite salutation à la fin, plutôt que passe-moi le dossier B, quoi. Mais bon, et les deux, je pense que voilà, il faut décrypter les cultures d'entreprise et qu'il n'y a pas forcément derrière des éléphants dans la pièce
en fonction de... Donc, quand on ne supporte par exemple pas cela, on se renseigne avant de rentrer éventuellement dans une entreprise. Oui, on s'adapte. Si on est, voilà, tout le monde professionnel, il faut s'adapter. C'est le fait de grandir, c'est s'adapter. Mais après, c'est vrai que par exemple, moi j'ai travaillé un peu aux États-Unis et là c'est vrai que c'est très, voilà, il y a une culture. Moi, je me souviens une fois à une réunion, je sais pas, j'étais fatiguée, je sais pas trop quoi, et je n'avais pas souri. Et plusieurs personnes m'avaient dit à la fin, Anne, tu n'as pas souri. Et c'est vrai que ça m'avait vraiment heurtée, parce que je disais, attendez, j'ai fait mon boulot, j'étais là, mais c'est vrai que j'avais pas souri. Et donc voilà, et ça vient sans doute du monde anglo-saxon, du coup, cette impression. Et là-bas, en effet, par contre, vous pouvez être, vous êtes viré vraiment du jour au lendemain. Donc voilà, bon, il ne faut pas tout caricaturer, que tous les problèmes de la société contemporaine viennent des modèles anglo-saxons, mais il y a une réalité. En tout cas, il y a une réalité, qu'il y a une culture dans le business anglo-saxon qui est vraiment très, les formes sont très respectées, tout le monde est très aimable, et par contre très efficace, très brutal. Vous êtes viré du jour au lendemain. Avec la boîte en carton. Vous retrouvez un boulot du jour au lendemain aussi. Il faut voir aussi les côtés très positifs du modèle. Donc c'est très, tout le monde est très adaptable, ça va vite. Voilà, et je pense peut-être avec la globalisation, les cultures s'homogénéisent. Donc dans les grands groupes, cette culture américaine, anglo-saxonne arrive plus en France. C'est peut-être ça un peu que vous vouliez dire avec cette injonction à être toujours souriant, tout va bien. Ce qui ne veut absolument pas dire par ailleurs que les choses avancent, mais ça avance parfois très vite. Bon, même s'il faut bien sûr rester calme. En France, on a un droit du travail très protecteur du salarié. On n'est pas encore dans les modèles américains. Sans doute, il y a une partie de la problématique d'aujourd'hui qui est liée aussi à ça, à une homogénéisation des cultures d'entreprise. Même s'il reste en France puis il y a autant de cultures que d'entreprises, entre la petite PME industrielle de Limoges, la grande boîte de services à la Défense, vous avez vraiment des mondes très différents. Et l'entreprise, c'est un lieu, c'est un lieu d'épanouissement avant tout. Moi, je pense que le travail est une chance, un lieu où vous pouvez être vous-même dans le plus beau sens du terme, pas dans le sens où vous allez arriver avec tous vos combats, dire toutes ces vérités à tout le monde, mais développer vos talents. Ça peut vraiment être un très beau lieu d'épanouissement. C'est vrai que merci beaucoup Anne de Guigné pour ces exemples très très explicites sur votre expérience aux États-Unis. Fabrice Clément, c'est le côté, en gros, si je résume un peu l'émission qui touche presque à sa fin, pas tout à fait encore. C'est le côté j'aime beaucoup ce que vous faites, quoi. Toujours et partout. Ça ça va 5 minutes, mais quand tout se passe bien, ça va. Mais quand on a vraiment des choses à dire, pour que ça change éventuellement dans un sens ou dans un autre, ça suffit pas, quoi. Mais il y a quelque chose... quel est votre... Je sais que vous n'aimez pas, du coup, analyser de façon générale et globale, mais votre constatation par rapport à ce que vient d'évoquer Anne de Guigné, ça se tient, c'est ce que vous constatez en France, en tout cas, nous qui sommes en France, l'ambiance qui règne et qui peut être extrêmement réfrigérante, en tout cas, qui peut amener à cultiver des tensions les uns envers les autres, au fond, dans le monde de l'entreprise. Parce que c'est quand même que là où on est comme ça, positif, souriant autour d'une table, alors que, voilà, rien ne va, quoi. Et si je reviens à votre formulation antérieure, mais je crois que vous parlez de la même chose, qui me semble vraiment très... pertinente, quoi, qui a vraiment du sens, c'est finalement c'est le symptôme de quoi ce diktat d'être positif. Et si je reviens à ce que je disais au tout début, si c'est si important, si c'est aussi tyrannique, c'est donc la manifestation d'une rigidité. Et comme toute rigidité, c'est un symptôme d'une peur. Derrière toute rigidité, il y a de la peur. Donc que ce soit la rigidité du système qui veut imposer en gros cette culture, cette façon d'être, ou que ce soit la rigidité de la personne qui essaye de se conformer à cette injonction. Derrière, il y a toujours de la peur. Peut-être que les dirigeants ont peur justement qu'il y ait des vagues, que les bénéfices diminuent, que l'entreprise soit en difficulté. Et celui qui est au travail a peur effectivement d'être mal considéré, de perdre son emploi, de critiquer. Mais il y a toujours de la peur derrière. Et en fait, si vous voulez, pour moi, le sujet essentiel, mais encore une fois, effectivement, j'en témoigne de ma place, qui est effectivement, et je redis juste quelqu'un qui a une certaine expérience et qui constate en fait à partir de son expérience, pas forcément tirer des points de vue supposés être universels.
Je dirais que pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point là, on fait une erreur et du point de vue de la santé d'un individu. Parce que c'est ça, effectivement, qui conduit aussi au burn-out. Hein. C'est un excès de peur. Le stress, c'est juste de la peur. Okay, et du point de vue même du développement et de l'individu et du système, de l'entreprise dans laquelle il travaille. C'est de ne pas appréhender justement ce qui semble être négatif, ce qui peut être des erreurs, comme une opportunité de quelque chose qui va aller dans le sens du développement. Eh bien, merci pour cette opportunité, effectivement. Merci d'avoir donné une issue à cette question. Est-il toujours possible de garder une attitude positive au travail? Pas si sûr, rien de gagner. Merci Fabrice Clément. Merci infiniment et merci Père Stéphane Mayer. Merci tous les trois. Merci Marie. J'ai décrypté, vous attaquez à cette question délicate mais importante.